Nous avons toujours cru que l'école était ici. Le français ici, les sciences ici, l'activité physique ici. Mais depuis 1 an, l'école, c'est aussi ici. Le français ici, les sciences ici, l'activité physique ici. Vous relevez des défis tous les jours. Cette année, plus que jamais, vous nous impressionnez, vous nous inspirez et vous nous motivez à continuer. Votre routine, vos amis, vos passions, tout a changé. De vos concerts à vos examens de mi-année. Et pourtant, vous vous adaptez. L'important, c'est de ne jamais abandonner, de toujours persévérer. Vous avez l'avenir devant vous. En cette mi-année, nous prenons un moment pour vous, pour souligner vos efforts et pour saluer votre persévérance. Nous tenons à vous dire à quel point nous sommes fiers de vous. Mais le plus important, c'est que vous soyez aussi fiers de vous. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Merci, Monsieur Roberge, d'être avec nous, le ministre de l'Éducation du Québec. Ça fait des années que la Chambre s'est mobilisée en faveur de la persévérance scolaire. On l'a fait là à une époque où on en parlait encore peu. Ça fait plus de 25 ans avec une filiale de la Chambre Montréal Relève qu'on se préoccupe de travailler sur l'enjeu de la persévérance scolaire et d'aider les jeunes dans leur choix d'éducation. Et j'ai l'impression, Monsieur le ministre, que c'est d'autant plus important qu'on ait ce moment-là cette année, que clairement, la pandémie vient bouleverser les enjeux. Je pense que depuis des années, quand on se rencontrait, on était en mesure de constater les efforts, mais constater aussi les résultats des campagnes au niveau de la persévérance scolaire. Et là, cette année, les spécialistes nous le disent, en cette période de pandémie, la formation à distance, l'éducation à distance peut créer des conditions qui sont moins propices à l'engagement, à la persévérance et peut-être à du décrochage. Décrochage qui peut déjà avoir lieu maintenant ou qui pourra avoir lieu dans l'avenir si le lien est fragilisé. Donc, c'est absolument important, je pense qu'on en parle. Puis l'autre élément aussi, c'est que à travers la pandémie, on l'a vu, il y a des enjeux de requalification. Il y a des enjeux de perte d'emploi, de modification des modèles d'affaires des entreprises. Donc, il y a des gens qui vont avoir besoin de se requalifier. Et la formation professionnelle qui est donnée dans les établissements secondaires, c'est une des avenues pour de la requalification. Et donc, encore là, la pandémie vient non seulement agir sur la persévérance scolaire, mais aussi sur les possibilités d'ajuster les qualifications de la main-d'œuvre pour qu'elle soit le plus susceptible de trouver des emplois durant cette période. Donc, je vais vous laisser la parole. Je vous remercie encore une fois d'être avec nous et je vous remercie d'avoir accepté d'échanger par la suite. J'aurai l'occasion de revenir sur des éléments plus précis. Donc, je vous cède la parole. Allez-y. Merci beaucoup, Monsieur Leblanc. Très belle introduction. Puis je vous remercie d'avoir parlé de persévérance, mais aussi de formation professionnelle. Je vais y revenir un peu plus tard dans mon petit mot. Ça me fait très plaisir d'être parmi vous. En fait, j'aimerais vraiment être parmi vous dans une grande salle, mais d'être avec vous pour une 3e année consécutive. Et je nous souhaite vraiment de se revoir l'an prochain pour une 4e fois, mais surtout de se revoir en vrai. Je vais éviter de dire le mot présentiel parce que bon, on n'est plus capable de ce mot-là, mais j'aimerais vraiment qu'on soit capable de se projeter en avant, de l'autre côté des mesures sanitaires que l'on fait bon gré mal gré, mais que l'on subit pour regarder en avant. Ça fait du bien de penser que effectivement on va utiliser encore évidemment les innovations pédagogiques, les compétences qu'on a acquises à cause de la pandémie. On va être content de se revoir pour vrai. C'est très important de parler de persévérance scolaire tout le long de l'année, à chaque année, de manière très persévérante et sans arrêter, mais c'est encore plus important cette année. C'est nécessaire. Cette année, nos élèves ont dû faire face à des défis incroyables. C'est déjà difficile pour plusieurs élèves de persévérer en temps normal. Il y a déjà, en temps normal, des élèves qui décrochent, qui échouent. Mais cette année, c'est sûr qu'ils ont dû faire face à des défis importants, comme le monde de la culture, comme le monde des affaires, mais quand on est adolescent, on est vraiment dans le ici, maintenant. Et c'est plus dur pour eux de se projeter en avant. Souvenez-vous quand vous aviez 12, 13, 14, 15, 16 ans.
comme vous aimiez aller à l'école peut-être ou pas, mais que vous aimiez certainement les activités sportives, les activités artistiques, l'implication sociale, les moments avec vos amis, les moments à la cafétéria, la socialisation étudiante. Et c'est en grande partie ça qui a été enlevé à nos jeunes et à nos adolescents au cours de la dernière année, au cours des derniers mois. Mais malgré tout, ils ont persévéré en grand nombre et je suis extrêmement fier d'eux. Et le thème des Journées de la persévérance cette année va en ce sens-là pour leur dire quand on est très fier d'eux, pour les aider à prendre un moment pour eux. C'est ça le thème cette année, prendre un moment pour eux. Et je nous invite à prendre un moment comme société, mais comme personne, individuellement, là. Chacun d'entre vous, vous êtes parents, vous êtes oncles, vous êtes tantes, prenez un moment pour jaser avec nos jeunes, pour les écouter, pour les féliciter, pour les encourager. C'est très important. Pour leur dire qu'ils sont importants pour vous, puis pour leur dire que leur parcours scolaire, bien que atypique cette année, est important. C'est vraiment nécessaire qu'on se donne ce devoir-là comme adultes pour être des adultes bienveillants, des adultes signifiants. C'est important aussi de prendre un moment pour eux, les gens qui sont dans nos écoles. Faut prendre un moment pour souligner le travail exceptionnel des enseignants, des éducateurs et éducatrices en service de garde, du personnel de soutien, des cadres, des dirigeants, des gens qui travaillent dans nos écoles, dans nos centres de formation professionnelle, dans nos centres de services scolaires. Ces gens-là ont fait un travail formidable et si nos écoles, on peut réouvrir cet automne, alors que à bien d'autres endroits sur la planète, les classes étaient fermées. Si nos écoles ont pu rester ouvertes, 98% de nos classes sont demeurées ouvertes tout l'automne. Et au moment où on se parle, en février encore, à peu près 98% de nos classes sont ouvertes. Le 2% qui est fermé, mais il est fermé temporairement. Tout ça, c'est grâce aux gens de ceux qui sont c'est grâce au travail de ceux qui sont dans nos écoles au quotidien. Donc, il faut être très reconnaissant de ça. On dit qu'en santé, on a des anges gardiens. Moi, je pense que dans nos écoles et dans notre réseau scolaire, on a des super-héros. Et il faut les traiter comme tels et les remercier pour ce qu'ils font, évidemment. Je vous disais que la vie sociale des élèves a dû faire une pause. Les apprentissages ont été plus complexes. Les apprentissages ont été parfois compromis. Il faut se souvenir qu'en mars 2020, il y a un peu plus d'un an, on a même fermé les écoles pendant un certain temps, alors à ce moment-là, on n'était pas vraiment équipés pour faire l'enseignement à distance. Mais cet automne, on est revenu, on a fait du rattrapage. Tout n'est pas réglé, loin de là, on a encore du rattrapage à faire, mais il s'est fait de très, très belles choses dans le réseau scolaire. Parce que, comme réseau, on a su s'adapter. Quand je dis on a su, là, c'est la grande famille, surtout les gens dans les écoles. Comme gouvernement aussi, on a su écouter les gens qui sont sur le terrain directement, parce que je parlais à des gens directement, mais aussi les partenaires qui parlent aux gens, au nom des gens qui sont sur le terrain. Je les appelle mon équipe tactique, je les appelle mon comité réussite et évaluation, je les appelle mon comité pour les enfants en difficulté. Mais bref, l'ensemble de ces comités-là nous ont suggéré un paquet d'adaptations qu'on a faites. Il faut se souvenir que normalement, on a 3 bulletins dans l'année scolaire cette année, à la demande des partenaires, à la demande des gens dans les écoles. On a décidé d'y aller seulement avec 2 bulletins, pour ne pas imposer au réseau scolaire un bulletin en novembre, alors qu'il y avait encore beaucoup d'endroits où on faisait essentiellement de la récupération pour le printemps dernier. Il faut se souvenir aussi qu'on a éliminé cette année les examens ministériels qui venaient mettre une pression vraiment indue sur des élèves et sur des enseignants, parce qu'il faut se rappeler que c'est pas une année normale. On a aussi changé la pondération pour garder nos élèves vraiment accrochés jusqu'à la fin de l'année, pour leur dire que le dernier bulletin compte plus et donc que c'est possible de se rattraper si on a eu des difficultés. On a ajouté 3 journées supplémentaires de formation et planification à la demande des enseignants et du personnel pour qu'ils puissent s'adapter puis prendre un peu de temps pour souffler et suivre les formations nécessaires pour faire de la fameuse technopédagogie. Il faut se souvenir qu'en 3, 4, 5, nos élèves sont à l'école seulement un jour sur 2. On a ajouté des ressources.
On a fait des partenariats très importants avec Savoir Média, avec Télé-Québec, avec Tel Jeune, avec Alloprof. On a plus que triplé le nombre d'ordinateurs portables et de tablettes dans le réseau scolaire en moins de 10 mois. Triplé, c'est quand même quelque chose. On s'est équipé, on avait un retard et on l'a comblé. Donc, on a dû faire preuve de beaucoup d'agilité, mais ça a donc occasionné beaucoup de changements. Et les changements, c'est insécurisant. On aurait souhaité avoir plus de prévisibilité, plus de stabilité, mais avec un virus qui change et cette obligation d'écouter les gens sur le terrain et de s'adapter, ça a provoqué des bouleversements qui peuvent avoir déstabilisé des personnes. Je le comprends. Je pense que là, on s'en va plus vers des mois où on a une plus grande prévisibilité, puis une plus grande stabilité et tout le monde en aura besoin, comme tout le monde a besoin, je pense, de la semaine de relâche qui s'en vient. Les élèves, je vous l'ai dit, ont vécu des changements importants. Certains ont passé à travers ça de manière, je dirais, très résiliente. D'autres ont eu vraiment des problèmes de motivation, ont songé au décrochage. Peut-être que certains ont décroché. Il va falloir travailler ensemble comme société pour les motiver et les raccrocher. D'autres ont des problèmes de santé mentale, comme on dit, vivent du stress, de l'anxiété. Comme je le disais tout à l'heure, il faut les écouter, il faut les accompagner, il faut les soutenir. Et qui a été là aussi, en plus des gens dans les écoles, pour les écouter et les soutenir? Les parents. Je pense que c'est le temps de donner une petite tape dans le dos puis une petite main d'applaudissement aux parents qui, eux aussi, ont vécu des situations particulières, ont peut-être perdu leur emploi, n'ont pas pu voir leurs parents comme ils le souhaitaient et ont dû accompagner des élèves alors que leurs enfants, alors que l'école était fermée. Je pense que beaucoup de parents ont fait un travail remarquable et beaucoup de parents aussi ont réalisé à quel point la tâche d'enseigner, c'est quelque chose de complexe. C'est réellement une profession, mais merci aux parents du Québec qui ont soutenu les élèves et qui continuent de les soutenir parce que, comme je l'ai dit, on n'est pas encore arrivé au bout de cette année très, très, très particulière. Je parle beaucoup des jeunes primaires, préscolaires, primaires, secondaires, mais il faut surtout pas oublier nos jeunes adultes et nos adultes qui sont dans nos centres. Il y a les écoles, il y a les centres de formation. Formation générale aux adultes, formation professionnelle, qui sont là pour parfois se rattraper parce qu'ils ont eu de la difficulté et ils sont maintenant en formation générale aux adultes. Ils sont là parce que ce sont de nouveaux arrivants, ils font de la francisation, ils font de la reconnaissance des acquis, puis ils se préparent à prendre leur place au Québec. Ou ils sont là parce qu'ils veulent une formation plus pratique, plus rapidement axée sur l'insertion professionnelle. Et on doit améliorer nos façons de faire dans nos centres, comme on le fait dans nos écoles. On doit offrir de nouveaux débouchés plus rapides aux personnes qui sont dans ces centres de formation-là. On doit permettre au monde du travail de combler plus rapidement ses besoins en main-d'œuvre. Pour ça, on a besoin vraiment d'une vision commune entre le réseau de l'éducation et le monde du travail. C'est clair que les services d'éducation aux adultes et la formation professionnelle peuvent et doivent davantage soutenir le marché du travail. C'est vraiment une vision qu'on a au gouvernement, une vision commune entre le bureau du premier ministre, ce qui se passe dans le réseau scolaire, au ministère du Travail, au ministère aussi de l'Économie. La pandémie a mis encore plus, si besoin était, a mis encore plus en lumière la nécessité de former la main-d'œuvre, une main-d'œuvre active, prête à s'adapter aux transformations numériques, mais à s'adapter aussi à la transformation économique qui nous arrive avec la pandémie. Au moment où on se parle, il y a des milliers de postes vacants. Est-ce que ça a figé? Excusez-moi, je pensais qu'il y avait un petit problème dans la visioconférence. Au moment où on se parle, il y a des milliers de postes vacants dans nos entreprises québécoises et il y a des milliers de chômeurs. Et plusieurs d'entre eux ne demandent qu'à être mieux formés, mieux accompagnés, mieux orientés pour combler les postes. C'est vraiment un enjeu qui m'interpelle comme ministre et je pense qu'on doit se mobiliser autant dans le réseau scolaire que dans le monde du travail pour faire un pairage entre ces chômeurs pandémiques et les entreprises, évidemment,
qui ont besoin de la force, la plus grande richesse naturelle du Québec, c'est les Québécois. Encore faut-il leur permettre de se développer puis de rayonner. Donc, on doit réduire l'écart entre les besoins de main-d'œuvre et les compétences des travailleurs. C'est encore plus urgent en temps de pandémie ou en temps, je vous dirais, de relance après la pandémie. Et ça, ça se prépare tout de suite. C'est pour ça que je veux revenir sur l'annonce que j'ai faite. Là, je vois encore que ça a figé. Je suis désolé qu'il y a des petits problèmes avec la connexion Internet. Donc, je veux revenir sur l'annonce que j'ai faite avec mon collègue, le ministre du Travail, M. Jean Boulet, le 26 janvier. Une annonce sur les rehaussements de compétences et la requalification de la main-d'œuvre. L'idée, c'est de maximiser le retour à l'emploi des personnes qui sont affectées par la pandémie. On a mis en place une série de mesures avec des objectifs très, très clairs. On veut améliorer l'accueil dans les centres de formation pour que les services d'information et d'orientation puissent accompagner chaque personne pour les réorienter dans leur choix de carrière. On veut offrir des choix entre plusieurs formations, dont certaines formations sont des formations courtes, flexibles, en alternance entre la présence dans le centre de formation et le milieu de travail. Parfois, on parlait de stage, mais maintenant, on doit vraiment parler de formation en alternance et en partenariat. Et un partenariat, mais ça doit se faire à deux. Donc, on a des devoirs à faire dans le réseau scolaire, mais on doit aussi, dans le monde du travail, accepter de jouer ce rôle de plus en plus important dans la formation et la qualification de la main-d'œuvre. On veut diriger, et ça c'est bon pour tout le monde, davantage les personnes dans des secteurs où, évidemment, il y a des emplois qui sont en demande. Ça va nous aider à la fois à relancer l'économie et à faciliter le parcours des élèves. Pour accomplir tout ça, ce qu'on a annoncé, mon collègue et moi, c'est un investissement de 91,5 millions de dollars sur 2 ans. On parle non pas de réorienter des fonds qui étaient ailleurs, mais d'ajout d'argent neuf. Donc quand même, c'est beaucoup d'argent, près de 92 millions de dollars d'argent sur 2 ans pour faire 6 choses très concrètes. D'abord, une plateforme web de redirection de carrière et de rehaussement des compétences. Ensuite, renforcer la visibilité et la connaissance des formations et les métiers auxquels ces formations mènent. Ensuite, donner davantage de soutien pour la reconnaissance des acquis. Ça, c'est très important pour motiver les gens qui sont en réorientation de carrière. Ensuite, bonifier l'offre de formation de courte durée. Ensuite, comme je l'ai mentionné, bonifier les services d'orientation et d'information scolaire, parce qu'on veut savoir où on s'en va. Et finalement, augmenter la cadence de la révision des programmes d'études. Il faut qu'on soit plus rapide du côté du réseau scolaire pour changer nos programmes et répondre réellement aux besoins de main-d'œuvre. Donc, on veut accroître la diplomation et la qualification des personnes au sens large. Nous traversons une crise sanitaire, une crise de santé publique qui ébranle la société dans toutes ses sphères d'activité, mais ça amène aussi, bien sûr, des opportunités, autant dans le monde scolaire que dans le monde du travail et dans le monde de l'économie. Je pense qu'on est conscient que toute crise amène des opportunités. Donc, je le répète, autant dans le réseau scolaire que dans le monde des affaires, on doit améliorer nos pratiques de collaboration pour saisir ces nouvelles opportunités-là. Parce que c'est seulement de cette manière-là qu'on va pouvoir à la fois garder les jeunes dans leur formation jusqu'à l'obtention de leur diplôme et remettre plus de personnes sur le marché du travail pour passer à travers la crise sanitaire et l'épreuve économique qu'elle nous impose. On va pouvoir y arriver. J'en suis convaincu, grâce à la mobilisation dans nos écoles et dans nos centres de formation. On peut y arriver. Et pour y arriver, il va falloir que, oui, on passe tout le monde ensemble à travers cette semaine de la persévérance scolaire et qu'on l'utilise comme un levier. Parce que oui, on a une semaine de la persévérance scolaire, mais je pense qu'on devrait avoir l'année de la résilience. La résilience scolaire, la résilience économique, la résilience de toute une nation. Et ça, on peut le faire ensemble. C'est une main que je vous tends, c'est un appel que je lance à tous les acteurs économiques et tous les acteurs de l'éducation au Québec. Merci. Merci, M. Roberge. D'abord, je vous rassure, si ça fiche chez vous, ça fiche pas du tout chez les personnes qui vous écoutaient, donc ne vous inquiétez pas, on vous suit très bien.
C'est bon. Merci. Quelques questions d'abord sur la situation dans la pandémie. Première question assez ouverte. On le sait, on a fait un choix ici qui a été de rouvrir les écoles avec des protocoles assez serrés. Et moi, je suis partisan personnellement de cette approche-là. À d'autres endroits, on a décidé de pas aller dans cette voie-là et de favoriser ou d'imposer la formation à distance. Est-ce qu'on a des indicateurs qui nous permettent de confirmer qu'on a fait le bon choix? Que, par exemple, au niveau des apprentissages ou de la persévérance, est-ce qu'on peut déjà détecter si notre choix collectif était le bon, au-delà de ce qu'étaient nos a priori? Ben, je pense qu'on a des signes très positifs, en fait, de la part de l'Association des pédiatres notamment, concernant la santé mentale. Je vous dis pas qu'il n'y a pas de problème de santé mentale au Québec pour nos jeunes, de découragement, de problèmes d'anxiété, de motivation. Je l'ai nommé et c'est une évidence. Mais quand on a des jeunes qui se découragent ou qui démontrent des signes d'anxiété parce qu'ils ne voient pas suffisamment leurs amis, parce qu'ils ne voient pas suffisamment leurs enseignants. On pense à nos jeunes de secondaire 3, 4, 5 qui sont malheureusement encore en alternance un jour sur deux en apprentissage à la maison ou à l'école. On se dit, mais imaginez s'ils allaient à l'école encore moins souvent. Imaginez si les écoles avaient été fermées 3 semaines de plus à Noël, 1 mois de plus à Noël. Imaginez si on les avait fermées en novembre. Les problèmes de découragement, d'anxiété, de santé mentale auraient été encore plus grands. Même chose pour les enseignants qui nous le disent. Il n'y a rien comme le contact avec les élèves, même avec les mesures sanitaires, même avec le port du masque. On aime bien mieux avoir les élèves en face de nous. La qualité de la relation pédagogique est tout simplement pas la même. On a un indicateur qui est bien imparfait, je le reconnais, mais qui est quand même encourageant, c'est que j'ai demandé cette année d'avoir les résultats des taux de diplomation à la première étape. C'est totalement non habituel. Le ministre habituellement et le gouvernement ne reçoivent que les notes aux examens ministériels à la fin d'année, mais cette année est une année atypique. J'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé cette étape, quels sont les résultats, quels sont les taux de diplomation, mais les taux de réussite cette année, à comparaison avec les taux de réussite après une étape l'an dernier, donc avant la pandémie, bien sûr. Et ce qu'on voit, c'est que les taux de réussite sont à peu près semblables, sauf en secondaire 3 et 4, surtout en sciences, surtout en mathématiques. Mais de manière générale, si on veut un portrait du réseau, les taux de réussite sont à peu près semblables. Bien sûr, on compare des choses qui ne sont pas identiques. Bien sûr, cette année, il peut y avoir eu des enseignants qui n'ont pas enseigné toute la matière, qui se sont concentrés sur les savoirs essentiels. Mais ça montre quand même que le travail qu'ont fait les enseignants a été payant et s'ils ont pu faire ce travail-là, c'est parce qu'ils étaient en présence des élèves. Je pense que tout part de là. Merci. Je pense que c'est un bon constat à se dire tout le monde ensemble parce qu'on a fait ce choix-là collectif. C'est le gouvernement qui l'a pris, mais je pense qu'on était tous solidaires. Peut-être une deuxième question toujours liée à la situation qu'on a connue. Vous avez dit que vous aviez triplé le nombre d'appareils, les tablettes dans les écoles. On le sait, au début de la pandémie, les chiffres que moi j'ai, c'est que il y avait 80 000 étudiants, dont 50% dans la région métropolitaine, qui n'étaient pas équipés pour suivre des études en ligne. Avez-vous l'impression qu'on est rendu au niveau des équipements au moment où on se parle? Est-ce que le réseau offre à ses élèves les équipements et toutes les capacités pour faire ces études en ligne? Absolument. Et si on recule il y a 1 an, on avait moins de 100 000 vraiment équipements qu'on pouvait prêter parce que vous savez, il y a toujours des ordinateurs qui sont des tours à bureau avec de gros écrans déplacés. C'est pas vraiment équipé pour être capable de faire du prêt d'équipement en cas de fermeture de classe ou d'école. Au moment où on se parle, comme je vous dis, on a augmenté on a plus que triplé le nombre d'ordinateurs portables et de tablettes en à peu près 9 à 10 mois. On a réussi là à être prêt si jamais, et on souhaite que ça n'arrive pas et on ne le prévoit pas, mais si jamais on devait refermer toutes nos écoles au Québec en même temps,
eh bien, on serait capable de prêter des ordinateurs à tous les élèves qui en ont besoin. Parce que ce qu'on a demandé aux parents, c'est lever la main si votre enfant n'a pas un équipement dédié. Vous savez, s'il y a un ordinateur à la maison, mais que les 2 parents sont en télétravail, que les 3 enfants sont à la maison, c'est pas suffisant, là. Ce qu'on dit, c'est que en cas de crise, il faut s'assurer que chaque élève au Québec ait accès à un équipement dédié, donc sa tablette à lui, ou son ordinateur à lui, puis qu'il peut y avoir un usage exclusif, soit capable de suivre ses cours en ligne. On est arrivé là au prix d'investissement de près de 150 millions de dollars, au prix de la création d'une réserve ministérielle de presque 50 000 ordinateurs qu'on avait constitués de côté en cas de manque. Et on s'est rendu compte que oui, dans certains centres de services, il n'y avait pas commandé suffisamment d'ordinateurs et on a utilisé presque 100% de cette réserve. Donc, fort heureusement, on s'était donné la capacité, on s'était doté, je dirais, du garde-fou là pour éviter le dérapage et on l'a évité. Et donc là, on est prêt. Très bien. Toujours en lien avec la pandémie, on est dans le début là, d'une vaste campagne de vaccination. Et si je ne m'abuse, pour l'instant, on ne prévoit pas vacciner les jeunes enfants. Je pense que d'ailleurs, les protocoles sanitaires liés au vaccin n'ont pas été définis pour la vaccination des jeunes enfants. Donc, on pourrait se retrouver d'ici quelques mois avec une situation de parents vaccinés, d'enfants non vaccinés, et donc, de temps en temps, des cas d'éclosion dans les écoles. Moi, je l'ai vécu. J'ai un fils de 10 ans. Il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir d'avoir un message personnel de l'école qui disait, dans la classe de votre fils, il y a un cas. Donc, du jour au lendemain, 2 semaines à la maison, fallait qu'on se débrouille. Comment on voit ça dans les prochains mois? Du point de vue des écoles, où il y aura peut-être des cas, les parents, eux, seront peut-être même vaccinés ou éventuellement le seront. Ce que je veux savoir, c'est la conciliation travail-études pourrait-elle être plus facile ou est-ce qu'on va rester dans la même situation un peu des aléas de la propagation et chaque travailleur est à la merci de ce fameux courriel qui arrive de l'école? Ouais, je suis conscient que ça ajoute encore au climat d'incertitude et on sait que c'est la dernière chose dont on a besoin en ce moment comme société. Puis vous parlez un peu en votre nom personnel, mais au nom du milieu des affaires, hein, comme entrepreneur, comme entreprise, on veut savoir que nos employés peuvent se présenter sur le milieu du travail, mais on va devoir vivre avec encore de l'incertitude. Il faut l'accepter. C'est vrai que le gouvernement fédéral nous dit qu'on sera capable d'avoir pour tous les Canadiens qui sont en âge de recevoir le vaccin et qu'ils veulent une première dose d'ici septembre. C'est encourageant. On aurait aimé plus vite que ça, honnêtement, on va se le dire. Là. Il y a eu des retards dans la livraison des vaccins. Mais je pense que le choix qui est fait par l'ensemble des experts de la santé publique, là, c'est de vacciner d'abord les gens qui sont plus vulnérables, les aînés, les travailleurs de la santé. Sur cette liste-là, les enseignants et les membres du personnel scolaire ont été ajoutés. Évidemment, ils passent pas avant les aînés de 70 ans ou les gens qui ont des problèmes de santé, mais ils sont sur la liste des gens qui seront vaccinés de manière prioritaire. Pour ce qui est des élèves et des jeunes, j'ai vu comme vous que pour l'instant, c'était pas recommandé pour les plus jeunes. Je me souviens plus l'âge exact, il faudrait que je révise, mais effectivement, c'était pas recommandé les vaccins. Ceci dit, il y a des tests qui se font et j'espère bien que prochainement, on verra que les vaccins sont pleinement sécuritaires et recommandés pour les jeunes. Maintenant, on sait que la COVID, évidemment, est beaucoup plus dommageable pour les gens à mesure qu'on vieillit, qu'on a des problèmes de santé, mais je ne veux pas banaliser non plus les conséquences négatives qu'il pourrait y avoir pour des jeunes, parce que bien que ce soit assez rare, quand même possible qu'il arrive des complications. C'est pour ça que on relâchera pas les mesures sanitaires tant qu'on n'aura pas la garantie là que c'est sain et sécuritaire de le faire. Très bien. Toujours dans la réalité de la persévérance scolaire en temps de pandémie, on vient de le dire, on a basculé à certains moments en formation à distance. Moi, comme parent, comme beaucoup de parents peut-être du milieu des affaires qui nous écoutent, je me suis familiarisé avec Classroom. Ce que ça nous a amené en même temps, c'est de réaliser les enjeux de littératie numérique. Littératie numérique des parents, moi, j'ai réalisé certaines limites que j'avais, mais aussi chez les jeunes, peut-être des possibilités de développer davantage chez nos jeunes une littératie numérique. Évidemment, mon jeune est un pro de YouTube, mais il y a sûrement d'autres types d'apprentissage qu'il veut faire. Je me demandais comment vous abordez l'opportunité
de la pandémie pour revoir comment on amène nos jeunes à bien posséder tout ce qui s'appelle le numérique et l'apprentissage par le numérique? Bien, on a fait vraiment un bond en avant, là, je vous l'ai dit, dans les 10 derniers mois, pour s'équiper. C'est difficile de faire développer la compétence numérique aux jeunes si on n'a pas les outils, évidemment, ou si on doit se rendre au laboratoire d'informatique qui n'est pas occupé, ou si on a un seul chariot, parce qu'on fonctionne des fois un peu comme ça dans les écoles, un chariot avec des ordinateurs portables et qu'on doit réserver 3 semaines d'avance et qu'on n'a pas l'équipement. C'est sûr que le contexte n'est pas propice. Là, on s'est donné les moyens, par la force des choses. On a fait un bond en avant, on s'est équipé pour faire face à l'enseignement à distance en cas de besoin quand on ferme les écoles, mais ça crée aussi des opportunités, comme je le disais dans mon petit mot tout à l'heure. Maintenant qu'on est équipé, c'est sûr qu'on peut regarder en avant puis mieux développer la compétence numérique, la capacité d'utiliser à 100% des outils qu'on s'est procurés. C'est vrai aussi pour les enseignants qui, cette année, ont dû faire face là, à un tsunami là, d'adaptation avec tous les protocoles sanitaires, mais eux aussi ont utilisé les 3 formations, ils utilisent encore d'ailleurs les 3 journées que j'ai ajoutées là, de formation et planification pour apprivoiser ces outils-là, développer leurs compétences numériques. Compétences numériques qu'on s'est donné, qu'on a ajouté dans notre coffre à outils au ministère de l'Éducation quelques mois avant que la pandémie nous frappe. Je pense que c'est 6-7 mois avant. On a travaillé ça au ministère. On avait commencé les formations en amont. On n'avait peut-être pas tout l'équipement nécessaire, mais on avait le programme. On avait travaillé ça d'ailleurs avec le chercheur bien connu Thierry Kersenti. Il y a même une plateforme avec de l'intelligence artificielle qui s'adresse aux enseignants et aux élèves pour développer cette compétence numérique. Donc, ça sera sans doute un leg positif, si j'ose dire, de la pandémie lorsqu'elle sera derrière nous. Très bien, très bien. Parlons un peu requalification des travailleurs. On a parlé tout à l'heure de la formation professionnelle. Peut-être une première question qui est presque philosophique. Chaque fois que la Chambre prend position sur formation professionnelle avec des liens entre les entreprises qui exprimeraient leurs besoins, les établissements de formation qui ajusteraient les formations, je reçois un lot de critiques. Comme si en fait, je vais reprendre ce qui m'est critiqué, comme si on rentrait le loup dans la bergerie ou qu'on rentrait le diable dans les écoles, et comme si c'était dangereux de faire des liens entre les besoins en termes d'expertise des entreprises et le type de formation qu'on va offrir. Je vous pose la question, comment on fait pour faire évoluer ce débat-là, pour sortir de ces critiques qui sont faites comme si la formation ne devait pas être influencée par les besoins exprimés par les entreprises, comme si ça dénaturait la qualité de cette formation-là? Ouais, ben, je veux vous dire d'abord que je m'inscris en faux contre cette vision-là. Il faut prendre garde, bien sûr. Hein, c'est pas vrai que l'éducation est au service du marché de l'emploi au complet. On peut apprendre des choses qui ne sont pas destinées là à prendre sa place sur le marché du travail, mais il faut aussi être bien réaliste que, évidemment, que les jeunes veulent être capables d'utiliser les connaissances, les compétences dans le marché du travail. Ils veulent que ça soit utile et transférable. Ils veulent pas arriver sur le marché du travail puis se faire dire par l'employeur, bon, mais je suis obligé de te former parce que ce que tu as reçu, c'est pas applicable. Et je pense qu'il y a une plus grande acceptabilité depuis quelques années. Et là, on est en train vraiment d'amener cette transformation-là. Il y a vraiment une volonté au gouvernement, là, avec le ministre Boulet et moi. On travaille vraiment en équipe. Tout à l'heure, je parlais de l'annonce qu'on avait faite à la fin du mois de janvier. Rehaussement des compétences, y compris la littératie, qui est pas une compétence applicable directe, supposons, dans une entreprise manufacturière, mais qui est vraiment quelque chose qui nous permet, après ça, de se requalifier puis qui nous permet d'aller plus loin. Mais la littératie, mais aussi, là, les connaissances, les compétences très pratiques. Et c'est pour ça que je pense que la meilleure façon d'avoir un arrimage souhaité, c'est que nos élèves se promènent tantôt au centre de formation, tantôt en entreprise, et qu'il y ait cet aller-retour. Et même que les profs aussi, parfois, accompagnent les élèves en entreprise. Parce que c'est sûr que si le prof aussi, l'enseignant, sort du centre de formation à l'occasion,
accompagner ses élèves en entreprise, mais quand il revient, le lendemain, la semaine suivante, il peut adapter son cours pour s'assurer que son cours est encore de meilleure qualité et que les jeunes en tirent parti puis soient contents, soient fiers. Je vous dirais que ça apporte une plus-value puis une plus grande reconnaissance au diplôme. Si on veut augmenter notre taux de diplomation, il faut que tout le monde en reconnaisse la valeur. Vous parliez tout à l'heure de cette vision que vous avez de la formation en alternance. Vous disiez on va se former, on va aller en entreprise. C'est un modèle qui existe beaucoup en Allemagne et beaucoup de gens avec qui j'ai parlé au fil des années évoquaient comment on devrait s'inspirer de l'Allemagne, comment là-bas on semble avoir complètement développé l'approche qui est, il y a de la formation qui se donne en lieu de formation, il y a de la formation qui se donne en entreprise. Et cette formation qu'ils ont en entreprise, elle est balisée. Il y a des objectifs à atteindre. Vous avez dit, cette collaboration doit aller dans les deux directions. Je me demandais comment vous voyez l'évolution de la situation au Québec. Comment voyez-vous ce lien avec les entreprises et leurs responsabilités dans cette formation en alternance? Comment on peut encadrer ça, aider ça? Puis je finirai ma question en vous disant, vous savez qu'en Allemagne, ça passe par les chambres de commerce. Donc, les chambres de commerce sont la plateforme où on amène des petites entreprises parfois qui sont moins familières avec leurs responsabilités et qui vont accueillir des stagiaires ou des étudiants en formation en alternance. Donc, je veux juste vous amener sur cette piste. Comment vous voyez l'évolution de ce lien dans les deux directions sur cette formation en alternance? Je pense que le fruit est mûr. Si on avait posé cette question-là il y a 10 ans ou il y a 15 ans, je pense que dans le réseau scolaire, on se serait davantage braqué. Et peut-être même dans le réseau, dans le monde du travail, on se serait dit, moi, mon travail, c'est de produire dans mon entreprise des objets XY à mettre sur le marché ensuite. J'ai pas à faire de la formation. Je paye des taxes, je paye des impôts, alors que le système me fournisse de la main-d'œuvre. Hein. Je caricature, mais on aurait peut-être entendu ça. Et je pense qu'il y a eu une évolution, une émulation en voyant d'autres systèmes qui ont été plus dynamiques que nous pour faire cette formation-là en alternance. Puis là, je pense qu'il y a une soif pour ça. Donc, l'annonce que j'ai faite avec mon collègue, le ministre Boulet, l'investissement des sommes pour aider les entreprises dans cette direction-là, elle est bien reçue. Je pense que les entreprises veulent emboîter le pas, que les professeurs, les enseignants, les équipes d'un centre de formation professionnelle aussi. Le chantier est lancé avec la Fédération des chambres de commerce du Québec. J'ai quelqu'un dans mon cabinet qui siège sur ce chantier-là, probablement qui est à l'écoute. Donc, Richard, qui travaille à mobiliser cette équipe-là aussi. Donc, moi, j'ai l'impression que quand on va se reparler dans un an, on va être capable de nommer quelques éléments qui ont bougé, puis des cas qu'on sera capable de mettre de l'avant en disant voici ce qu'on veut à l'avenir dans nos formations. Très bien. Parlons un peu de la responsabilité des entreprises. On vient de l'évoquer un peu sur ce qui est de cette formation-là en alternance, mais revenons sur la responsabilité des entreprises, notamment vis-à-vis de la persévérance scolaire. Un des défis avant la pandémie, puis on l'avait souligné dans une étude qu'on avait rendue publique, c'était l'enjeu de la persévérance scolaire en période de pénurie de main-d'œuvre. Et le danger en période de pénurie de main-d'œuvre, c'est que les entreprises sont à la recherche de compétences, vont peut-être avoir le réflexe d'embaucher des jeunes avant qu'ils aient complété. Et là, la question qu'on posait, c'était comment est-ce qu'on peut s'assurer que les entreprises sont encouragées et se responsabilisent sur amener les jeunes à compléter leur formation. Là, on est dans une période particulière. Il y a du chômage pandémique, vous l'avez dit. Il y a un enjeu de requalification parce qu'il y a des emplois dans des secteurs qui sont non comblés, mais il y a des jeunes ou en fait des gens qui pourraient répondre à ces besoins-là. Mais je vous dirais que le milieu des affaires à qui je parle à tous les jours me dit, Michel, faut pas qu'on ait une illusion. Dans 18 mois, on va se retrouver en pénurie de main-d'œuvre partout, dans à peu près tous les secteurs, dans toutes les régions. Et déjà, présentement, on le sait, il y a des secteurs où c'est présent. Alors, la question que je pose, c'est comment est-ce qu'on peut mettre en place des outils, peut-être des meilleures pratiques, des façons d'amener le milieu du travail, les entreprises, à encourager, stimuler, peut-être forcer presque la persévérance scolaire de leurs employés au fur et à mesure que la situation va évoluer. Comment on peut faire ça pour que on diminue cette tentation peut-être naturelle chez l'entreprise et en tout cas peut-être naturelle chez le jeune de dire je suis rendu là et donc le jeune ne persévère pas, ne finit pas son diplôme à 18, 19, 20 ans.
Ben, j'ai l'impression qu'on avance dans cette direction-là. Vous avez raison que ça presse parce que c'est vrai que dans quelques mois, et en fait, je souhaite que dans un an et demi, on ait retrouvé la vigueur économique qu'on avait juste avant que la pandémie nous frappe. Par contre, c'est vrai qu'on vivait, juste avant que la pandémie nous frappe, de sévères pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs. Il faut vraiment qu'on arrête de travailler en compétition, qu'on travaille en silo, comme on le fait entre maintenant les ministères de l'Éducation et le ministère du Travail. Il faut évidemment que les centres de formation professionnelle disent pas aux entreprises « vole-moi pas mes élèves » et que les entreprises ne disent pas aux centres de formation professionnelle « vole-moi pas mes employés ». Et je pense que la voie d'avenir, c'est justement que les centres de formation professionnelle travaillent en collaboration avec les entrepreneurs et que les entrepreneurs acceptent d'accueillir des gens qui sont en formation. Et donc, de voir au fil des jours, au fil des semaines, l'élève revenir toujours un peu plus compétent, un peu mieux formé, puis l'élève qui voit aussi la différence entre ce qu'il apprend dans le volet théorique, ce qu'il apprend dans le volet pratique, l'enseignant qui se promène du centre de formation jusqu'au milieu de travail. En fait, on la connaît, la recette. On a vu ce qui s'est passé dans d'autres États. Il faut l'appliquer. On est en marche, là. Je vous dirais, on est en marche. Je ne sens pas personne qui appuie sur le frein, ni dans le réseau scolaire, ni dans le monde des affaires. Puis il va falloir, cependant, que quand vraiment la pénurie de main-d'œuvre va revenir nous frapper, dans quelques mois ou dans un an, il va falloir qu'on garde cette attitude de collaboration. Il va falloir que ce soit un des legs, justement, de la pandémie, qu'on se serve de ces quelques mois-là de l'année qui vient pour transformer notre façon de former notre main-d'œuvre, puis établir une collaboration qui va durer. Donc, que les deux ministres, les deux ministères travaillent en collaboration, c'est bien. Il faut que les réseaux continuent la transformation puis la collaboration là, directement sur le terrain, là, entrepreneur par entrepreneur, professeur par professeur. Donc, et je pense que j'ai besoin de vous, je vous dirais, là-dessus. Vous, monsieur Leblanc, mais aussi vous, les gens qui nous écoutent au moment de cette conférence puis de cet échange, vous êtes des leaders. On a besoin de vous autres. On fera pas ça juste à 2 ministres ou à 3 ministres. Peut-être sur cette thématique-là, je fais part d'une préoccupation. C'est pas nécessairement une question, mais vous pourrez réagir. J'en ai fait part au ministre Boulay, j'en ai fait part au ministre Fitzgibbon. Il y a beaucoup de secteurs qui présentement sont très nerveux et je vais penser au tourisme, la restauration. Évidemment, on peut penser à l'aéronautique. Des secteurs qui disent, c'est clair que présentement, là, il y a du chômage pandémique dans mon secteur, mais le lendemain de la relance ou pendant cette relance, on va vouloir que le dollar touristique revienne au pays. On va vouloir que nos secteurs de force, l'aéronautique, qu'un secteur comme la restauration qui fait partie des grandes forces du Québec et de Montréal, on va vouloir que ces secteurs-là repartent. Et si on n'est pas prudent, on va requalifier, détourner plein de ces ressources qui sont essentielles. Puis quand on va vouloir repartir, on ne fera pas juste en pénurie de main-d'œuvre, nous, on va être en absence de main-d'œuvre. Et donc, c'est un défi d'équilibre entre aider les gens à aller vers là où les emplois sont présentement, sachant qu'il y a des secteurs de force. Et on le sait, le tourisme, c'est un dollar d'exportation inversé, là. C'est du dollar de l'étranger qui vient nourrir notre économie. Alors, comment est-ce qu'on aborde cette question-là? Je ne sais pas si vous avez la réponse. Je vous offre la possibilité de commenter. Mais c'est un grand défi qu'on a tous. C'est une excellente question. Et pas toutes les réponses, mais je pense qu'une partie des réponses vient à élargir les bassins de main-d'œuvre. Parce que tant qu'il y aura 10 emplois pour 8 employés, il y aura 2 postes vacants, puis il y aura 2 entrepreneurs, ou en tout cas deux endroits qui seront pas performants comme ils devraient l'être. Donc, il faut augmenter notre bassin de main-d'œuvre. Et ça, on peut le faire en amenant davantage de jeunes à diplômés, à qualifier, parce qu'évidemment, il y a des gens qui, oui, sont des chômeurs pandémiques, là, c'était des travailleurs, ils vont retourner travailler, puis vous avez raison, s'ils vont pas travailler dans l'entreprise X, ils vont travailler dans l'entreprise Y. Mais il y a des gens qui étaient chômeurs avant la pandémie, il y a des gens qui étaient sur l'aide sociale et qu'on peut requalifier, qui n'avaient pas d'emploi avant que la pandémie nous frappe. Il y avait aussi avant que la pandémie nous frappe, des taux de décrochage qui étaient trop élevés, où
on amenait des gens un petit peu dans un cul-de-sac. Donc, il est là le bassin de main-d'œuvre. Il faut élargir ce bassin de main-d'œuvre-là. Puis il faut dire aussi, bien sûr, les nouveaux arrivants, quand on accueille des gens au Québec, ben, ça aussi, ça permet évidemment d'avoir davantage de main-d'œuvre, à condition d'accueillir des gens qui viennent ici remplir des besoins de main-d'œuvre. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Je pense que on l'a dit tous les deux au début. En cette période de pandémie, il faudrait pas que ce soit un recul sur la persévérance scolaire. Il faudrait pas que ce soit un recul sur tout ce qu'on a réussi à accomplir depuis plusieurs années. Je pense que c'est un chantier qui va avoir des traces, c'est-à-dire que la prochaine année pourrait avoir encore des effets sur nos jeunes et leur motivation. Donc, je vous dis, du point de vue du milieu des affaires, il y a une grande préoccupation. On le sait, c'est des drames humains, des décrochages, parce que ça empêche d'obtenir l'emploi de ses rêves plus tard. Et collectivement, c'est une perte de capacité de produire avec des gens qui ont la formation complétée. Donc, vous pouvez compter sur l'appui et de la Chambre et du milieu des affaires. Et je vous invite à ne pas hésiter à montrer au milieu des affaires ce que vous attendez d'eux. Je pense qu'il y a énormément de volonté d'investir et de soutenir les efforts en persévérance scolaire. Et donc, il suffit qu'on trouve les bonnes actions à poser, les résultats qu'on va viser. Et je pense que le milieu des affaires va être au rendez-vous avec vous et avec toute la société. C'était pour conclure, c'était pour clore. Oui, c'est ça. Excusez-moi, je vous ai perdu pendant quelques secondes, mais je vous remercie beaucoup. On a cette même vision-là, donc très bien. Continuons le dialogue et les échanges entre le ministère, mais aussi les réseaux, les centres de formation. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, là, c'est important la persévérance, mais c'est important aussi la résilience. Donc, continuons de collaborer. Merci. Excellent. Merci beaucoup. Je vous invite tout le monde qui nous écoute à savoir que 23 février à midi, on va avoir une prochaine causerie virtuelle sur Relançons Montréal. Et cette fois-ci, ça va être avec des partenaires de l'économie sociale. Et depuis le début, Relançons Montréal s'est beaucoup focalisé sur nos secteurs économiques. Et on trouvait que c'était important qu'on se rappelle tous comment l'économie sociale, c'est un des piliers économiques de Montréal et comment dans un effort de relance collectif, tout le domaine de l'économie sociale a un rôle à jouer. Donc, je vous le rappelle, c'est un rendez-vous le 23 février à midi. Dans le contexte de Relançons Montréal, on va aborder les questions de l'économie sociale et comment on peut travailler ensemble à réussir cette relance. Merci beaucoup et à bientôt tout le monde.